tous, notre invité d'aujourd'hui est responsable depuis 40 ans de grandes, moyennes et petites entreprises, responsable aussi dans l'administration, le monde associatif, les organisations politiques. Il est aussi auteur et auteur de plus d'une vingtaine de livres. Notre invité d'aujourd'hui est Hervé Seriex. Bonjour. Bonjour. Je plaisante parce que vous venez juste de me dire avant l'émission que votre nom veut dire pommier en limousin. Petit cerisier. Petit cerisier. En tout cas, je suis un arbre fruitier. Voilà. Mais je suis breton depuis... Et vous n'êtes pas ce que j'allais dire. Depuis quelle génération on est breton? Voilà. Première fois en Vendée ou pas? Non, je suis déjà venu, y compris ici. Vous êtes en Vendée à l'invitation du CERA pour donner une conférence pour essayer d'apprendre aux chefs d'entreprise en fait que dehors il ne pleut pas aujourd'hui et qu'il ne fait pas gris. C'est un peu cela. C'est exactement ça. Je viens autour de 3 idées. La première, c'est que ce pays qui, pour l'instant, est en permanence en névrose, ça ne va pas, on est gris, on grogne, on ne va plus voter, en fait, etc., est un pays qui est un peu malade dans sa tête, mais qui a des prisons mentales, qui a des peurs, dont la plupart ne sont pas du tout justifiées. Mais ça nous amène à avoir des attitudes tout à fait rétrécies au lavage. Et ça, c'est le premièrement que j'évoquerai. Deuxièmement, on a une foule de chances aujourd'hui de regarder ce que nous prenons pour des menaces comme de merveilleuses chances d'avoir des projets collectifs ensemble. Et troisièmement, on a vraisemblablement à faire quelques efforts les uns les autres pour nous comporter les uns avec les autres d'une façon un peu différente. Grâce au ciel, ça vient. Voilà, vous nous expliquerez, vous le dites très bien d'ailleurs dans un de vos livres, que même si on a dépassé le mépris n'est pas la confiance. Il y a encore tout un travail à faire. Mais revenons d'abord à cette France si grise, ou à cette image si grise que la France donne, même à l'étranger, puisque vous êtes bien placé pour le savoir, vous vivez aussi beaucoup au Canada. Oui, et au Québec, on nous regarde les yeux absolument exorbités, j'y vis beaucoup, et ils disent, mais comment ça se fait que ces Français qui ont tout, qui ont une culture, des paysages, qui est le deuxième pays pour le tourisme, ça veut dire que c'est un beau pays, qui ont des institutions phénoménales et dans lesquelles même les pauvres sont riches, parce que là je m'occupe d'une façon associative du 115, des Restos du Cœur. Vice-président entre autres de France Bénévolat. National de France Bénévolat, et je vois combien le monde associatif permet à des personnes très pauvres et n'ayant rien, et c'est pas plaisant pour eux, mais d'avoir quand même quelque chose. C'est tout à fait la marque d'un pays riche. Depuis 10 ans, depuis 45, notre richesse a décuplé. Enfin, et avec ça... Et dans un pays libre. Et avec un pays libre, richesse. et on tire tous la gueule. Alors je pense qu'on a là quelques prisons mentales, et j'en évoque quelques-unes, j'en évoquerai quelques-unes tout à l'heure, qui sont surtout des peurs. On a la peur de la mondialisation. Voilà. Les méchants arrivent et ils vont nous bouffer notre job. C'est notre affaire que d'en recréer. C'est pas difficile. On a peur des jeunes. On est un pays qui fonctionne comme une espèce de centrifugeuse qui bloque ses jeunes et qui évite ses vieux. On n'a jamais vu ça, avec des ruptures intergénérationnelles parfaitement insupportables. Vous dites aussi, dans un de vos livres, je crois que c'est le dernier, vous dites qu'au fond, il y a 3 mondes aussi au sujet des jeunes qui ne se comprennent pas, parce que vous avez le monde de l'école, le monde de l'entreprise, le monde des jeunes, et finalement, les 3 mondes sont en train de se méfier l'un de l'autre. Les chefs d'entreprise voyant toujours dans l'université les profs barbus avec des idéaux trop importants pour l'entreprise. J'étais dans ces 3 mondes. Les gens de l'entreprise sont persuadés que les universitaires sont des barbus gauchistes. Les gens de l'entreprise, les barbus gauchistes, enfin les universitaires, sont persuadés que l'entreprise aliène le petit peuple. C'est des salopards, avec de l'argent. Et puis le 3e, on tombe sur les fonctionnaires qui sont des gens qui foutent rien avec l'argent de la République. Alors que j'ai été dans ces 3 mondes-là, il y a des gens merveilleux dans ces 3 mondes. Ils sont aussi nobles, ils sont aussi indispensables, ils sont aussi républicains les uns que les autres, et c'est en travaillant ensemble qu'ils peuvent rendre service. Je suis malheureux, mais très souvent, j'anime des réunions à travers toute la France sur l'emploi en particulier. Alors, il y a très souvent l'entreprise qui est là, il y a très souvent les collectivités qui sont là. Et ceux qui ne sont pas là, c'est l'éducation nationale. Mais les mecs, venez, c'est votre problème.
C'est votre problème. Pourquoi vous n'êtes pas là, hein? Et donc, on a là une espèce d'œillère, hein, qui fait qu'on n'arrive pas à se parler ensemble, hein. Donc, des peurs de ce genre, on en a des kilos. À propos d'œillère, je vais citer une phrase d'un de vos livres que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous demander de me l'expliquer. Après, nous reviendrons aux peurs et aux menaces et à comment les éviter. Alors, la phrase que vous dites dans un livre, je crois, paru en 2006, et la France est un pur sang monté par un jockey obèse qui se prend pour le cheval. Oui, ben, j'ai été membre de l'État, j'ai été dans l'État, puis j'étais même... Vous avez aussi été, je crois, dans une délégation interministérielle. Oui, j'étais délégué interministériel à l'insertion des jeunes, animant le réseau des missions locales. Merveilleuse mission locale, hein, vraiment, on n'en dira jamais suffisamment de bien. Et donc ça c'est de l'innovation en marche, les missions locales. Et surtout qu'on ne les transforme pas en pôle emploi, hein, mais que vraiment on soit capable de laisser leur capacité d'initiative, hein, en liberté. Hein, c'est formidable. Et l'État est un pur sang monté par un jockey obèse qui se prend pour le cheval, c'est parce que l'État croit que son rôle, c'est de faire tout. Et nous, les citoyens, on attend toute sa part. Mais c'est pas comme ça que ça marche un pays, hein. Au Québec, quand sur l'autoroute qui va de Montréal à Québec, il y a tout d'un coup une tempête de neige, eh ben, les voitures s'arrêtent, elles se mettent en noyau, chacun, on sort sa pelle, on fait un petit groupe entre des personnes qui ne se connaissent pas, et on enlève la neige. En France, quand il neige sur une autoroute, on dit que fait le ministre de la Neige. Vous voyez, c'est une pensée stupide qu'on a, hein. Mais on attend tout de l'État. Alors l'État finit par croire qu'il est obligé de faire tout, mais c'est pas vrai. Et à force d'être un État gros, il est un État faible. Hein, et en plus, il croit qu'il est nous. Mais il a l'air de vouloir changer d'avis un peu, l'État. C'est ça la grande nouvelle. Ça sera le deuxième mot que j'évoquerai tout à l'heure. C'est l'État prend conscience de son impuissance. C'est formidable. À cause de la dette, il ne peut plus grandir, il ne peut plus avoir 57% de dépenses publiques. Tout ça est grotesque, ridicule. Il va falloir qu'il maigrisse beaucoup. Beaucoup. Hein, et il prend conscience de la nécessité de faire maigrir le millefeuille territorial. Et faire maigrir le millefeuille territorial, c'est une chance pour nous, citoyens, de redessiner c'est quoi les régions, c'est quoi les collectivités. Et il ne faut pas laisser ça aux politiques. Voilà, donc ce que vous dites, c'est à nous, les citoyens, d'imposer ça, et pas aux chartes venues de Paris, les politiques, qui c'est très bien. décident que les Vendéens aillent avec le Sud ou avec la Bretagne. Mais ils ont leur rôle, les politiques, mais c'est à nous de les forcer. Hein, c'est pas eux qui vont. On les envoie pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Voilà. Hein. Dans tous les pays démocratiques, c'est pas les politiques qui décident pour les citoyens, c'est les citoyens qui amènent les politiques à vouloir ce que collectivement ils veulent. Oui, c'est une occasion phénoménale pour nous, les citoyens, de nous mettre ensemble et de pousser. Hein. C'est à nous de pousser pour redessiner la France autour des logiques de nos territoires. Et il y a une logique géologique, historique, géographique, par exemple, pour nous, les armoricains, pour faire une région armoricaine, hein, et dans laquelle on retrouverait la grande richesse de nos capacités collectives, en tenant compte de nos cultures, hein, de nos identités. Hein. Aujourd'hui, hier, quand on disait identité à Paris, on disait « Ah, ils vont partir, ils vont chercher leur indépendance, Front de libération de la Bretagne ». C'est pas ça. C'est aujourd'hui ce qui va faire la richesse d'un pays, alors qu'hier, ce qui faisait la richesse du pays, c'était la capacité de l'État à créer l'unité entre des burgraves, entre des Ostrogoths, des Visigoths, etc., des Bretons. Hein. Maintenant, c'est la capacité d'un État à libérer l'intelligence collective et différente de chaque région compte tenu de son identité, sa culture. Et donc, on a là une occasion géniale, on a un projet fantastique pour les 5 ou 10 ans qui viennent. Donc en fait, pour changer de France, il faut changer de regard. Voilà, ça, il faut qu'on arrive à changer de regard, qu'on ne regarde plus l'État comme étant là pour faire à notre place, il est là pour nous aider à faire. Hein.
hein, pour nous aider à faire. C'est nous les acteurs. On s'appelle des citoyens. Un citoyen, c'est pas quelqu'un qui simplement s'occupe de sa femme, de son mari et ses enfants, mais c'est quelqu'un qui s'occupe de son bout de territoire. C'est ça qu'on appelle un citoyen. C'est quelqu'un qui, c'est pas simplement une espèce d'homo cadiens. Vous savez, il y a eu l'homo sapiens, maintenant il y a l'homo cadiens qui remplit son caddie, vide son caddie, remplit son caddie, et ça remplit sa vie. C'est quelqu'un qui contribue au bien commun, là où il est. Et donc, là, maintenant, on a ce nouveau regard, et on peut profiter du fait que maintenant, on va avoir des zones de liberté pour reconstituer le pays. Un autre regard aussi, c'est véritablement être capable d'avoir de l'écoute de l'autre. Et de ne pas avoir peur de l'autre, de ne pas justement chercher que c'est semblable, de se réjouir de la vie. À Paris, quand quelqu'un m'arrête dans la rue alors que je suis en train de marcher, pour me demander l'heure ou pour me dire où se trouve l'opéra, je mesure que j'ai un moment de recul. On commence à devenir des connards. Hein, c'est-à-dire, l'autre m'ennuie. L'autre m'empêche d'avancer. L'autre me distrait. Mais c'est l'autre qui compte. Tout seul, on n'est rien. Hein, je vais maintenant vers la fin de mon parcours, mais je suis suffisamment vieux. Hein, mais qu'est-ce qui m'aura enrichi? C'est les autres. C'est les autres. Et j'espère bien, jusqu'à la fin de ma vie, rencontrer les autres et être enrichi par les autres. C'est ça qui donne du sens à une vie. Alors, c'était le philosophe Emmanuel Lévinas qui disait « Je n'accepte d'écouter quelqu'un que si je constate qu'il me considère comme un égal. » Or, en France, on a une espèce de distance qui est insupportable. Cette distance qui est devenue une deuxième nature. Je vais souvent au Québec travailler. Au Québec, j'y passe 3 jours. Je travaille comme un chien et je reviens reposer. Parce que les relations entre les personnes sont des relations véritablement délicieuses. Oui, parce qu'ils sont sans doute comme Edgar Morin, ils pensent que nous sommes... C'est vous, je crois, qui citiez souvent cette phrase. Oui, nous sommes ne me parlez jamais. Nous ne sommes pas des semblables, nous sommes tous des dissemblables. Et donc, c'est ça la riche. Ce qui fait qu'on vit heureux, c'est qu'en permanence, tous les jours que Dieu fait, on rencontre des dissemblables et que ça nous amène à nous dire, tiens, j'avais pas pensé à ça. Le gars qui vient de m'amener en voiture depuis la gare d'Angers me dit, mais tu écris des tas de trucs, tu écris des articles et tu n'as pas de blog. Je dis, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Mais idiot, demande à un jeune de gérer ton blog. Il sera ravi. Tu racontes des tas de trucs qui peuvent être passionnants. Ne compte pas que sur toi. Voilà. Alors, pour connaître la suite, il faudra d'abord voir votre conférence, visionner aussi votre conférence sur TV Vendée dans les jours prochains, et puis lire vos livres, évidemment, et venir vous écouter une prochaine fois à Vendée ou chercher votre blog sur Internet. Merci infiniment. Merci à vous. Bon séjour à Vendée.